25 juillet 1984. Et encore ce nectar qui engloutit tout, cette adoration pure dans la matière, comme si la matière, ces milliards de cellules et d'atomes, découvrait son propre but, ce qu'elle a cherché depuis tant d'âges, un abîme d'adoration. C'est peut-être cela, c'est sûrement cela que les rishis appelaient le puits de miel sous le roc. C'est cela. Quoi d'autre? C'est le but même. Et ce n'est pas l'adoration de autre chose. C'est un abîme d'adoration absolue de ce que c'est. Des milliards de cellules et d'atomes qui adorent à la fois. C'est engloutissant. Tout est englouti en ce que c'est, en lettres capitales, ce que c'est. Tout le reste est la conséquence de ça. Le but de l'évolution est sa cause. Sri Aurobindo m'avait donné un bout de pierre. Je comprends. Non, pas les cieux ni le nirvana. Un bout de pierre. Il est merveilleux. Il n'y a pas plus grand humoriste que le divin, ni de plus grand matérialiste. Après-midi, une puissance si fantastique dans le corps. Cela dépasse toute mesure et toute description. Ce n'est plus humain. Heureusement, le corps n'a plus la moindre peur. C'est comme si la question de la mort ne se posait plus. S'il doit y avoir mort, entre guillemets, ce n'est plus la vieille mort. Soir, ils vivent tous dans un Moyen-Âge scientifique et spirituel, mais nous sommes dans l'apocalypse de la science et de l'esprit et de l'homme. Ça émerge. Ça, majuscule. J'entends toujours cette grande onde, comme une éternité dans chaque seconde. 26 juillet 1984, Clary. Sans toi, T majuscule, nous sommes des petites poupées vides. 3 petits tours et puis s'en vont. Soir, ce n'est pas du cancer qu'il faut guérir, c'est de la mort. 27 juillet 1984, cette nuit du 26-27, j'étais dans la locomotive d'un train et je regardais par une grande vitre les rails et les embranchements devant moi. Puis j'ai vu une marée de boue liquide, brunâtre, qui recouvrait tous les rails. Et le train, cependant, continuait, assez imprudemment, me semble-t-il, à avancer. On ne voyait plus les rails, seulement cette marée de boue liquide. Je regardais et je ne voyais pas qui était à côté de moi, ni s'il y avait quelqu'un. J'étais à droite. À un moment, j'ai reçu une éclaboussure de boue sur la figure, ou du moins le fragment de boue venait dans ma direction. Cela venait du côté droit. Les rails étaient plus étroits que ceux d'Occident en général. Le train de l'Inde, on ne voyait plus les rails, seulement la boue. Conversation avec Sujata. Le train de l'Inde.
J'ai vu quelque chose cette nuit, mais cela n'a pas une... Enfin, cela n'a rien de nouveau, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Je suis fatiguée. C'est dur, tu sais. Silence. Satprem raconte sa vision à Sujata. Une marée de boue brunâtre qui recouvrait tout, et qui peu à peu a tout recouvert. Le train avançait dans la boue. On ne voyait plus les rails. Et j'avais le sentiment que c'était un drôle de truc, que ce n'était pas prudent. Rire. Et puis voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le train de l'Inde. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai vu. Alors ça, on le sait, n'est-ce pas, que l'Inde est boueuse. Alors pourquoi me montre-t-on ça maintenant? Parce que ça, ce sont clairement les visions de la nouvelle conscience. Tout à fait. C'est tout à fait le type de vision quand on veut me montrer Auroville, ou l'on veut me montrer l'Inde, ou l'on veut me montrer... Ce que l'on veut me montrer, c'est simple. Une image, et puis c'est précis. Même, j'avais l'impression que c'était des rails étroits. Tu sais, en Occident, ils sont plus larges que cela, les rails. Je ne sais pas pourquoi. Sujata. Narrow gauge, on dit, je crois. Oui, j'avais l'impression que c'était plutôt... Enfin, en dehors de ce fait, parce que j'ai simplement observé sans conséquence. C'est après que j'ai eu cette espèce de sensation que ce devait être l'Inde, le train de l'Inde. Vous avez dit « nous ». « Nous » veut dire « il y avait » nous, j'ai dit « nous ». À un moment donné, eh bien oui, nous savons bien que l'Inde est boueuse, et tu le sais. Et c'est cela que j'ai dit. Nous, c'est nous tous. On sait bien que l'Inde est boueuse. C'est plein de boue et de corruption. C'est vraiment cette bonne femme, Indira Gandhi, elle parle tout le temps de external threat, menace extérieure, mais elle ne parle pas du internal rot, pourriture interne. Alors, le fait, c'est donc, ça ne m'apprend rien. Mais pourquoi me montre-t-on cela? Parce que c'est précis, comme les images de la nouvelle conscience. C'est précis comme un fait, c'est comme ça, on te le montre. Alors, on me montre des choses pour moi, n'est-ce pas? Ou pour la situation du travail que je fais, ou qui se fait ici, ou à Auroville, ou n'importe. On me montre. Ou des gens. Et si on me le montre, c'est que... Pourquoi maintenant me montre-t-on cela? Je ne sais pas. Note de bas de page. Sans doute était-ce l'annonce de la disparition d'Indira, assassinée 3 mois plus tard, qui représentait peut-être les derniers rails étroits. Silence. Je n'avais pas l'impression que le train avançait très vite d'ailleurs. Je n'avais pas cette impression d'un train de grande vitesse, mais enfin, c'était un train. Et puis alors, toute cette marée, de la boue liquide, tu sais, liquide, semi-liquide qui envahissait tout. On ne voyait plus les rails, le train roulait dans la boue. Alors j'avais comme cela une sensation que ce n'est pas prudent. Rire. Sujata. C'est tout ce qu'on peut dire, au moins. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas prudent, c'est-à-dire que le train peut glisser hors des rails ou... Ah, je n'ai aucune idée, simplement c'était l'étonnement un peu, et puis de voir que malgré tout le train roulait là-dedans. Et j'avais une vague sensation, ce n'était pas pensé tout cela, tu comprends. En même temps la sensation, mais ce n'est pas prudent. Et puis surtout cette surprise, les rails disparus, plus de rails. Il y avait de la boue. Le train roulait dans la boue, avançait dans la boue, une marée. Ça ne touchait pas seulement les rails. Je ne voyais pas les dimensions, mais enfin, c'était comme une marée. En effet, n'est-ce pas, l'état actuel de l'Inde, je le sens vraiment très... La boue,
On connaît depuis longtemps. Mais là, c'est vraiment, comme dit Sri Aurobindo, ominous. Things look ominous, menaçantes. Les choses ont l'air inquiétantes. Tout ce que l'on voit maintenant autour de nous, dans cette forêt et ce village, c'est un assaut barbare. Non, ce que je me demande, c'est pourquoi on me montre ça maintenant, parce que ce n'est pas une révélation. Non, ce n'est pas une révélation. On connaît, mais on me le montre là. Et j'étais vraiment dans la locomotive, aux premières loges, je voyais par la vitre, j'étais à droite. Qui il y avait à gauche, je n'en sais rien, s'il y avait. Je ne conduisais rien du tout, je regardais par la vitre devant moi. Sujata. Même les rails sont couverts de boue, alors. Et complètement couverts de boue. Cela avait disparu complètement. Oui, mais alors, comment le train peut-il continuer indéfiniment sur les rails? Ah, indéfiniment, ça je ne sais pas. Non, parce que vous dites que cela continuait. Oui, il continuait. Oui, alors ça ne peut pas continuer. D'ailleurs, c'est probablement avec ma propre surprise que cela s'est arrêté là, c'est tout. D'ailleurs, c'est tout ce que l'on voulait me montrer. Il y a eu comme un éclat de boue qui est venu par la droite, parce que probablement à droite ça devait être très ouvert, et je ne sais plus si ça m'a éclaboussé, mais enfin, ça me visait. Mais cela n'a pas pu toucher. Je ne sais pas très bien. Je l'ai vu, cet éclat de boue. Un bloc de boue qui... c'est tout. Non, ce que je voulais dire, c'est, avec la vitesse qui était là déjà, n'est-ce pas, le train a continué un peu. Mais si la boue envahit tous les rails, alors cela ne peut pas continuer indéfiniment. Et il faut que cela s'arrête totalement ou que ça déraille, je ne sais pas. C'est peut-être que le moment est venu que ça s'arrête ou ça déraille. Oui, ça devient précis. Si on me le montre, c'est que vraiment cela devient très précis. C'est que la chose est là. Évidemment, elle est là, on le sait bien, mais le train de l'Inde n'a plus de rails. Sujata rit. Il n'est plus conduit par rien. Les rails, c'est quelque chose qui conduit. Eh bien, ce qui conduit est sous la boue. Les rails, ça se suit. C'est quelque chose qui conduit, eh bien, il n'y a plus rien. C'est sous la boue. Une marée. Suite, 27 juillet après-midi. Vision. Cette nuit aussi, j'ai vu quelque chose, mais qui avait un sens tout à fait personnel. Ce sont les indications merveilleuses et gracieuses indications de la situation du yoga donnée par la nouvelle conscience. Tout du long, il y a eu cette merveille de grâce qui m'éclairait ou cherchait à m'éclairer sur ce qui se passait ou allait se passer. Une sollicitude merveilleuse, divine vraiment. Je me trouvais dans un lieu souterrain ou une caverne profonde, mais dont les parois dégoulinantes étaient faites de sable gris-noir, point d'exclamation entre parenthèses. Encastré encore et à demi déchaussé, entre guillemets. Il y avait quelques moellons de roches brunes, c'est-à-dire que tout cela était prêt à s'écrouler. L'eau ruisselait des parois, une eau très claire, se collectait au fond de la caverne et passait à travers le sable dans une autre caverne semblable. Tout était sur le point de s'écrouler. Note de bas de page. Fait curieux, cette caverne n'était pas obscure comme le sont les cavernes ou les souterrains. Tout était très clair, ou en tout cas clairement vu. Pour que je comprenne bien, j'ai vu mon bâton dans un coin, celui avec lequel je marche dans la forêt,
et sur lequel est gravé le mantra de Mère. Le sens est évident. Cette infiltration et ce ruissellement d'eau claire, c'est la puissance de l'autre conscience, ou c'est l'autre pouvoir, le prochain pouvoir, qui s'infiltre et semble dissoudre ou désagréger les vieilles cavernes de l'inconscient ou du subconscient, le siège de la mort. On pourrait dire le siège du vieux chagrin de la terre qui appelle la mort pour guérir, entre guillemets, de son chagrin. C'est très douloureux. Je veux dire que cela fait un chagrin physique et presque déchirant dans tout le corps. Ce ne sont pas des yeux qui pleurent ni des sentiments, c'est tout le corps qui a de la peine. Étrange. Mais c'est comme cela. Vraiment, c'est une blessure au fond de la vie. La vie qui sait qu'elle est seulement de la mort. Mais c'est tellement inconscient, ignorant et habitué, enraciné dans le corps, qu'il tient à son chagrin et à sa mort, incapable de percevoir qu'il y a une vraie guérison et une vraie vie. Mon corps commence à sentir cette vraie guérison et cette vraie vie, mais il est chagriné tout de même, ou en tout cas, ça fait mal, entre guillemets. Si l'on subissait cette infiltration peinante, entre guillemets, mais délivrante en réalité, sans savoir de quoi il s'agit, on deviendrait fou et on prendrait ses clics et ses claques. Soir. J'ai appris hier, via les USA, que mon deuxième frère, Pierre, avait tenté de se suicider pour la deuxième fois. C'est difficile de sortir par la vraie porte. Il y a un terrible karma dans cette famille. C'est peut-être pour cela, à cause même de cela, que Mère m'a choisi, point d'interrogation entre parenthèses. Comme cela, le problème, entre guillemets, est vraiment touché en profondeur. Le suicide est à la fois une révolte, une fuite et une impuissance. Eh bien, il faut aller jusqu'au fond avec des yeux puissants. Je crois que la mort, c'est la suprême révolte du mensonge. Plutôt mourir que de succomber à la joie divine et à l'amour divin. Je ne serais pas surpris que Pranab soit un gardien de la mort. Bah, tu m'étonnes. La crucifixion, quelles que soient ses saintes raisons par ailleurs, est une sorte de déification de la mort. Il faut décrucifier la mort. Il faut renoncer à la douleur et au chagrin. J'étais un ange rebelle de la souffrance terrestre jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait se battre et tordre le cou de cette garce menteuse qu'on appelle mort. D'abord, il fallait comprendre qu'on peut se battre. C'est Mère qui m'a appris cela après Sri Aurobindo. On peut. Seulement, il faut aller jusqu'à la racine. Et ça fait mal. J'ai dû donner mon âme au diable de la souffrance plus d'une fois et sortir par toutes les mauvaises portes possibles. Mais cette fois, voyons. Que feraient les églises s'il n'y avait plus la mort? Un tremblement de ciel. Quelquefois, j'ai un aperçu de la collection qui entourait Mère et Sri Aurobindo. Moi aussi dans la collection. Ils étaient entourés de toutes les grandes difficultés
terrestre à vaincre. C'est un peu effrayant. « 28 juillet 1984. Il y a une résistance forcenée quelque part, quelque dernier moellon qui tient tout. Il y a quelque chose qui presse, 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 et quelque chose qui résiste, 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 et on est comme écrabouillé entre les deux. Je ne peux plus m'asseoir tant j'ai mal à la jambe. Que vais-je faire dans la forêt? Et si l'on cède au découragement, même un tout petit peu, cela devient comme un danger mortel. La moindre petite chose devient dangereuse. Et je comprends bien par quel mécanisme cette moindre petite chose devient mortelle. L'ennemi se saisit de ce qu'il a et il met autant de force sur un seul petit point que sur une montagne. Alors le petit point devient très piquant, point d'exclamation entre parenthèses, et peut vous transpercer. On comprend tout très bien, mais cela ne résout pas la difficulté. On a l'impression, très triste impression, d'être à la merci de n'importe quoi. Juste un petit nerf sciatique. Note de bas de page, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un nerf sciatique, mais en fait c'est le même grand méridien qui part ou aboutit du bout des pieds et monte de part et d'autre de la colonne vertébrale jusqu'au cou et au sommet du crâne. Le passage du torrent bleu, lorsqu'il monte de sous les pieds jusqu'en haut, se heurte à la résistance de ce difficile méridien et de tout le système physiologique. C'est ridicule et désolant, mais on n'a pas le droit de se désoler. C'est cela qui est étonnant. Côte à côte, cette impuissance presque totale et cette puissance si formidable. On dirait à la fois que tout est merveilleux et tout est horrible, que tout est divin et tout est diabolique. Étrange. C'est comme une légère crête qui sépare les deux. Soit, si l'on ne pense pas, sent pas que tout est le divin, on est fichu. 29 juillet 1984. Je dis, la démocratie entre guillemets de l'Inde est finie. Ce sera le dernier parlement de l'Inde. Le règne de Nehru et Gandhi va s'achever dans la pestilence et la boue. C'est cela le train de l'Inde. Matin. J'ai essayé de me concentrer allongé puisque je ne pouvais plus m'asseoir. On a l'impression qu'allongé, on peut faire un mort et c'est tout. On n'a même pas l'utilité d'une table, d'une chaise ou d'un lit, on est de la matière inutile. C'est très difficile de ne pas désespérer. J'ai essayé de me dire que c'est le divin qui fait tout et que ce mal dans mes jambes a un dessein. Peut-être que je dois rester totalement immobile. Peut-être que je dois être réduit à l'impuissance. Et j'essayais de dire, puisque je ne peux plus rien faire, c'est à toi de faire. Mais c'est difficile d'être avec la sensation de cette matière complètement inutile, là, allongée, sans même l'utilité d'un meuble dans ma chambre. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il veut faire quelque chose? Je me sens tellement perdu et vain sur tout cela. À quoi sert ce corps? On peut se dire beaucoup de choses cruelles et sarcastiques,
mais c'est la mort qui vous les souffle. Elle peut être si méchante avec son air de vérité, avec un air de vérité. Sri Aurobindo disait bien « Tu dis la vérité qui tue. Mais où est la vérité qui sauve ?» Je peux seulement répéter « à toi, mort ou vif, c'est pareil. » Après-midi, je marche de long en large dans ma chambre. C'est très différent. En tout cas, on a une sensation moins cadavérique. Soir. Dans la clairière de la forêt, depuis un mois environ, un gang a installé son tripot. La clairière est remplie par leurs disputes, leurs cris, leurs rires. Cet après-midi, ils se battaient. On trouve des cartes éparpillées partout. C'est un signe aussi. Je peux dire que l'Inde est devenue tout à fait dégoûtante. Aujourd'hui, notre merveilleuse amie J.R.D. Tata a 80 ans. Cette femme sans intelligence, Indira Gandhi, n'a jamais voulu faire appel à lui. Elle a toujours craint ceux qui étaient plus intelligents qu'elle et s'est entourée d'idiots corrompus et flatteurs depuis un quart de siècle, non 20 ans. Cela se paiera. Cette femme, qui a eu tant de pouvoir, je parle au passé, n'a jamais été un chef d'État, mais un chef de cuisine politique. Elle achève la bouillabaisse de son père. 30 juillet 1984. Si j'ai mal à ces jambes, et si je ne peux plus m'asseoir, cela veut dire que c'est la meilleure condition possible pour arriver à un certain but. C'est à moi de découvrir quel est ce but et le pourquoi de cette condition. Sri Aurobindo m'a donné une réalisation, et certainement, en même temps, les meilleures conditions possibles pour arriver à ce qu'il veut me donner. C'est clair, mais c'est très difficile. Il y a cette merveilleuse phrase de mère qui m'a aidé bien souvent. Tout est prévu, jusque dans le détail le plus microscopique. Ce que je ne sais pas encore, c'est si je dois rester allongé ou marcher de long en large. Je me souviens de ce qui m'a été dit une nuit. Tu es en train de subir, ou on va te faire subir, une opération pour te changer en le fils de mère. Mais pour cela, il faut que tu sois très immobile. J'avais pensé qu'il s'agissait d'une immobilité intérieure. Mais peut-être s'agit-il d'une immobilité physique. Et on me montrait le corps d'André Morisset étendu et comme mort. Tout est désolant si l'on ne pense pas que tout vient de toi. Et ce désolant, c'est la mort qui veut vous désoler. Après-midi. Cette position allongée, c'est tellement le contraire de la vie et de toute ma vie. C'est la mort sans le cercueil. On se dit, qu'est-ce que je fais là? Et c'est peut-être ce « je fais » qui doit disparaître. Marcher, c'est encore la satisfaction de faire quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien. Je prie. Soir. Toute ma vie, j'ai vu que tous les obstacles, toutes les erreurs sont des aides. C'est peut-être cela la légère crête qui sépare le divin du diabolique. Si l'on prend bien l'obstacle, il tourne en divin. Si on le prend mal, il tourne diaboliquement. Si l'on prend bien l'erreur, elle devient un tremplin pour sauter plus loin et comme une force accrue. Si on la prend mal, elle vous enfonce encore plus dans le trou. Le diable et le divin, c'est comme l'on veut, mais c'est toujours lui, que l'on prend bien ou mal.
Si l'on a peur du diable et de faire des fautes, on a aussi peur de l'amour de Dieu. Pour devenir amphibien, il ne faut pas avoir peur de cesser d'être un poisson, dirait Monsieur de la Palisse. Ou disons qu'il faut être un très mauvais poisson. Il faut que rien ne peine, c'est très difficile, surtout quand tout est à vif. Nuit. Une goutte de trop. 30-31 juillet 1984. Vision de Sujata. Voici ce que Sujata a vu dans la nuit. Soudain, elle a vu sortir dans la rue une petite fille toute nue et tout à fait déterminée. C'était Mère. Elle l'a suivie pour protéger ce petit bout de chou pas plus haut que ça. La petite fille a tourné le coin d'une rue, puis traversé une mare de boue sans plus se gêner, et elle s'est arrêtée, plantée devant un coffee stall, cafétéria, genre tamoul, avec une partie sur le trottoir et une partie à l'intérieur, et elle a dit d'un ton tout à fait déterminé « Ça doit s'en aller ». C'était dans une grande ville. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que cette cafétéria tamoul, c'était le symbole du Parlement de l'Inde. Point d'exclamation entre parenthèses. Or, quelques jours plus tard, un tamoul, note de bas de page, R. Venkanataraman, était désigné comme vice-président de l'Inde et président de l'Assemblée, Rajya Sabha. Un petit bout de chou tout nu. Sujata précise ainsi sa description. Longs cheveux dorés qui couvraient son dos, toute belle, toute puissante, ses mains sur ses hanches. La petite avait une volonté et savait exactement ce qu'elle voulait.